C'est un sujet qui préoccupe les organisations depuis longtemps, les instances de direction en premier plan, mais on va l'aborder avec une approche qui est un petit peu différente, qui est la question de comment on est aujourd'hui en capacité de démontrer l'efficacité opérationnelle réelle, concrète des investissements qui ont été faits sur les moyens de protection, les moyens de défense qui ont été mis en place dans l'ensemble de vos organisations. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, rapide présentation. François, je te laisse commencer. Oui, bonjour à tous. Et François Hainaut, j'ai été dirigeant pendant près de 20 ans d'une grande ESN française. Et depuis 7 ans, je suis maintenant administrateur de société et investisseur dans un certain nombre de sociétés également. Donc voilà, donc c'est plutôt en tant que témoin de retour d'expérience de dirigeant et témoin de conseil d'administration, de ce qui se dit au regard de ce risque que vous connaissez bien, et des comités de direction qui sont en charge de le maîtriser de la meilleure manière possible. Voilà, c'est plutôt, je viendrai appuyer les propos d'Arnaud en tant que témoin de ce que j'observe. Voilà. Et donc Arnaud Lemaine, moi je suis le fondateur et le dirigeant d'une société qui s'appelle Aerium. On est une 60aine de personnes, on est répartis entre Paris et Rennes. Notre terrain de jeu, c'est le champ de la sécurité opérationnelle. On a des activités d'expertise et on a des activités d'édition de solutions qui tournent aussi autour de la thématique de la cybersécurité opérationnelle. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. François, c'est toi qui as le regard des dirigeants pour nous dire pourquoi et comment on doit aujourd'hui, surtout pourquoi on doit être capable de démontrer l'efficacité du sujet cyber pour les instances de gouvernance. Alors comme je vous le disais, j'ai la chance d'avoir un point d'observation qui est plutôt celui de la gouvernance de l'entreprise, soit du conseil, soit de son COMEX. Et en fait, ça m'a permis de voir au fil des ans, y compris quand j'étais à la tête de Steria, de voir comment la question du risque cyber, finalement, est montée progressivement dans la conscience des dirigeants. Bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais je peux vous assurer, pour en avoir été témoin, que ça n'a pas été facile et ça a pris du temps de faire en sorte que le risque cyber soit pris à sa juste mesure. Alors, pas tellement en termes d'occurrence. Vous savez, on fait toujours une matrice de risque, hein, vous connaissez bien. Sur l'occurrence, il fallait être un peu aveugle et sourd pour ne pas prendre conscience qu'il y avait des attaques régulières, etc. Donc, sur l'occurrence, le risque cyber était plutôt bien classé et bien positionné sur l'échelle. Sur l'impact, mais il a fallu que j'use d'arguments pour le placer correctement sur l'échelle de l'impact. C'est-à-dire qu'on l'assimilait plutôt à un bug, vous voyez, à une défaillance des systèmes, comme s'il y avait une conséquence d'une panne informatique. Et donc, il a fallu quand même du temps et malheureusement des cas concrets pour montrer à quel point l'impact pouvait être désastreux et gravissime pour une entreprise. Donc maintenant, c'est clair qu'il n'y a pas, dans tous les bancs dans lesquels je suis, c'est clairement positionné en haut à droite sur la matrice des risques. Donc ça, c'était un premier temps. Bon, c'est vrai que il n'y a pas un dirigeant qui n'a pas donné les moyens à son ciseau pour faire ce qu'il faut pour, maîtriser la menace. Donc on a été plutôt dans une logique de moyens dans un premier temps et de moyens plutôt conséquents et plutôt inflationnistes. La question qui se pose aujourd'hui, et elle est vraiment là, et alors c'est vrai que je la pose moi-même souvent, mais la question qui se pose spontanément, c'est finalement on en est où de l'efficacité réelle de tout ce qu'on a fait. Et en fait, on ne se rassure plus avec les moyens qu'on a mis en œuvre. On a conscience, et je pense qu'y compris dans les états-majors des entreprises, que le risque zéro, il est loin d'être écarté, enfin nul. Et donc, on ne peut pas l'éliminer, évidemment. Et donc, la question, c'est vraiment, finalement, on en est où? À la fois dans mes capacités de défense, tout ce que j'ai mis en place, ça veut dire quoi, finalement, par rapport à mes principaux risques cyber, donc on va le voir. Et puis, on en est où aussi en termes de, on verra, là, c'est pas le propos du jour, mais on en est où en termes de gestion de crise. Si jamais ça se produit, en quoi je suis capable de réagir correctement et en quoi mon entreprise est résiliente. Voilà. C'est vraiment les deux questions qui se posent aujourd'hui et qui sont vraiment traitées très sérieusement par les boards et les comités de direction. C'est quelle est l'efficacité réelle de mon système de défense, quel est mon niveau réel de résilience. Voilà. Il n'y a pas 10 000 façons de le faire. En fait, il n'y en a qu'une.
Il faut se confronter à la réalité de ce qu'est la menace cyber. Idéalement, il faut le faire avant qu'elle se réalise pour de vrai avec des vrais méchants qui vous attaquent. Se confronter à la réalité de ce qu'est la menace cyber, ça veut dire être capable de la reproduire sur des infrastructures de manière ultra réaliste pour mesurer la manière dont on va être capable de faire face et d'interagir avec. Il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de reproduire ces types d'activités-là. On appelle ça des BAS. C'est comme toujours un anglicisme pour Breach and Attack Simulator. Donc, ce sont des solutions qui, pour le coup, portent bien leur nom. Elles font de la simulation d'attaque et de brèche de sécurité avec une finalité double qui est de tester les capacités de détection et les capacités de réaction. Donc, c'est ce qui se fait avec ces solutions-là. On va faire de l'attaque réelle avec des intensités qui vont être adaptées en fonction du contexte, évidemment. Le but, c'est de vérifier qu'on peut détecter. Donc, on doit détecter, on doit jouer ce qu'on doit être en capacité de détecter. De le jouer sur tous les actifs de l'entreprise, surtout pas ignorer ceux qui sont parfois un petit peu mis de côté dans les capacités de surveillance. Je pense en particulier au monde industriel. Donc, il faut être capable d'aller jouer aussi sur ces environnements-là, mais de jouer aussi sur les environnements qui sont en cloud, jouer sur les environnements qui sont des systèmes classiques de SI de gestion sur lesquels on a plus généralement de porter une attention. Et de traiter les résultats qui sont issus de ces simulations d'attaque-là pour faire une évaluation, un assessment et le traduire en termes de score avec une finalité. Il y en a d'autres, on en parlera, mais une finalité qui est de donner une métrique interprétable pour des instances de direction qui vont être capables du coup de se positionner entre leurs différents niveaux de risque cyber et éventuellement de se positionner aussi par rapport à d'autres acteurs. Voilà. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de démontrer l'efficacité d'un risque cyber sur les composants détection, les composants réaction. Alors je fais une micro-parenthèse, mais on peut pas les ignorer, ces deux briques-là. Quand vous faites de l'évaluation de votre capacité à faire face à des attaques cyber, vous devez travailler sur les deux briques. Si on travaille que sur la détection et qu'on oublie la réaction, on va peut-être être capable de détecter des choses, mais si on détecte et qu'il se passe rien derrière, ça perd un peu son intérêt. En tout cas, les investissements dans la détection, qui sont éminemment technologiques, perdent du coup leur intérêt. Et si on ne travaille que sur la réaction, pour réagir, il faut être capable de détecter. Donc les deux vont de pair. Il faut être capable de savoir si on sait détecter, et une fois qu'on a détecté, comment on est en capacité de réagir derrière. Le but, une fois qu'on a dit ça, c'est, alors il est double, il est évidemment de renforcer la technologie, les capacités opérationnelles des équipes techniques, on va en parler, mais il est aussi de construire ce score qui va permettre de se donner une note pour se positionner sur multitude de scénarios de risque qui vont venir alimenter le risque cyber global qui est piloté par les instances de direction aujourd'hui. Il doit avoir deux caractéristiques clés. C'est quelque chose qu'on pousse très fort dans notre discours chez Aerium, c'est le côté opérationnel, c'est-à-dire qu'il doit être issu d'éléments techniques, il doit être la vraie vie, et on doit se mesurer par rapport à la vraie vie. Il doit être utile. Il doit être utile pour pouvoir faciliter des prises de décision, alimenter des réflexions, arbitrer sur des budgets, qu'il a une finalité, ce score, qui est pas uniquement de dire on s'est fait noter, mais c'est de pouvoir dire voilà comment on en interprète les résultats et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire en termes d'actions concrètes derrière. Donc on va mesurer la résistance aux attaques et puis on va pas le faire de manière déclarative. Donc on oublie les fichiers Excel, on se confronte à la vraie vie, c'est du vrai flux, c'est de la vraie activité qui doit être détectée et qui a une teinte malveillante. On va voir comment on réagit par rapport à ça. Puis on va varier les scénarios de risque. Le ransomware est un sujet, il y en a plein d'autres, la fuite d'informations, le whipping, qu'on voit de plus en plus depuis notamment le début des conflits entre la Russie et l'Ukraine, c'est en train de revenir sur les infrastructures financières et bancaires. Il y a beaucoup de risques cyber, il faut tester les différents scénarios pour avoir une vision un petit peu claire, complète de ce qu'est notre capacité à faire face à ce risque-là. Et on va travailler, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, sur les deux composantes qui font la capacité de défense face à la menace cyber. Je dois détecter partout, rapidement, efficacement, et les activités malveillantes qui me préoccupent. Puis une fois que j'ai détecté, je dois être en capacité de réagir et de réagir de manière pertinente avec une stratégie qui est adaptée et je dois réagir vite. Ça, je vous apprends rien, mais face à une menace cyber destructive, plus préoccupante, il y a un enjeu de vitesse qui est très fort parce qu'on sait que les déploiements aujourd'hui et l'activation de charges destructives, ça se fait assez rapidement. Donc il y a un véritable enjeu de vitesse dans la détection et dans la réaction. Si on ramène ces constats-là à la matrice des risques qui va être pilotée, enfin qui va servir en tout cas de pilotage de la cyber pour les instances de direction, le but, c'est de reproduire ces scénarios pour alimenter les différents scénarios, les différents risques qui sont pilotés. Et ça aussi, ça a beaucoup évolué par les instances. Pardon de t'interrompre, mais ça c'est intéressant parce que c'est avant le risque cyber dans la matrice, je vous ai parlé un peu de la manière dont ça évolue. Ça s'est déplacé sur la matrice des risques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, le risque cyber, il était vu de manière très, très globale et macro.
Et donc maintenant, on arrive enfin, les conseils et les comités de direction vont un peu plus finement en disant, attendez, oui, l'impact, il peut être très fort, mais il peut varier selon la nature du risque et de l'attaque et de l'objectif de l'attaque. Et l'impact pour l'entreprise, et ça dépend d'ailleurs du secteur de l'entreprise, l'impact pour l'entreprise, pardon, est tout à fait différent selon que l'on parle de destruction, d'espionnage, de fuite de données, c'est pas pareil. Donc c'est intéressant et on l'a effectivement à peu près, on le voit souvent se définir de cette manière plus précise de cette manière-là. Donc le but, si on veut mesurer le niveau de défense, l'efficacité de la défense sur ces risques-là, c'est de les reproduire au plus près du réel. Donc je vais vous prendre un exemple avec le scénario d'espionnage. Donc c'est toutes les APT qui existent derrière. Et puis on va prendre une APT particulière, APT 29, qui est intéressante à plusieurs titres. Elle est intéressante déjà parce que elle est identifiée depuis plusieurs années. Ça veut dire qu'on a beaucoup de documentation, on connaît le mode opératoire, on connaît les outils, on sait quel type d'IOC sont générés, donc on est capable de reproduire les schémas et le fonctionnement et le séquencement des attaques de ce groupe-là. Il y en a d'autres. J'ai pris celui-là parce qu'on sait qu'il est aussi aujourd'hui actif dans certains environnements qui peuvent vous concerner de près. Donc APT29, c'est un groupe d'attaquants qui est affilié a priori, toujours du conditionnel derrière, mais enfin ça c'est une capture d'écran qui est issue du site internet du Mitre. Donc, globalement, quand ça apparaît dedans, on peut considérer qu'il y a un faisceau de présomption qui laisse penser que c'est pas complètement à côté de la plaque, mais c'est un groupe qui serait, je le dirais toujours au conditionnel, affilié au SVR, donc au service de renseignement externe de la Russie. Il a été identifié la première fois en 2016, enregistré auprès du Mitre Attack en 2017, et il a été engagé dans beaucoup d'opérations qui ont visé des agences gouvernementales, des acteurs industriels, beaucoup de sociétés d'énergie qui ont été ciblées aussi, et qui a notamment été engagé dans une opération qui avait fait les choux gras de l'époque, qui était SolarWinds, qui était une opération particulièrement bien menée et qu'on pourrait rentrer dans la catégorie des supply chain attaques. Ils avaient compromis un code source de SolarWinds qui s'était déployé après dans beaucoup d'environnements, truc assez musclé avec des vraies capacités et de renseignement et d'opération, et puis une planification dans le temps qui était redoutable. Donc c'est un groupe sérieux et c'est un sujet de préoccupation pour nos clients. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la manière dont on mesure la capacité à faire face à ce type d'attaque-là. C'est la même chose avec APT31, APT1, APT28, Lazarus, c'est les mêmes mécanismes. Mais c'est ce qui a été déroulé en vrai sur les infrastructures de certains de nos clients. Alors avant que je montre concrètement comment ça fonctionne, il faut que j'explique un petit peu le mode opératoire et l'analyse que l'on fait de ces attaques-là. Parce que c'est sur la base de cette analyse qu'on va être capable de les reproduire, de les séquencer et de les réexécuter sur des infrastructures de production chez nos clients. Il y a un référentiel qu'on connaît tous très bien qui fait office de modèle pour la lecture d'une activité malveillante. C'est le référentiel Mitre Attack. Il est décomposé de 14 catégories. Là, il n'y en a que 12. Je ne rentre pas dans les détails. Les deux premières étant plutôt centrées sur les attaques et le renseignement suivi de l'extérieur. Toutes les attaques cyber peuvent se calquer sur ce référentiel-là. Les 12 catégories qui sont là sont des étapes par lesquelles l'attaquant peut ou pas passer. Il ne passe pas par toutes, mais il passera par certaines, et on va pouvoir dérouler son chemin de progression, son chemin de compromission sur le référentiel qui est là. Les flèches rouges, c'est les flèches qui indiquent les mouvements opérés par APT29 calqués sur cette matrice-là. Chaque rond rouge correspond à un ou plusieurs gestes techniques exécutés par ce groupe-là, chronologiquement, et qui sont la caractéristique de leur mode opératoire et de leur mouvement. Donc quand on voit ce type de mouvement-là dans une infrastructure, on peut parier que c'est probablement un groupe qu'on va faire ce que eux font sur vos infrastructures, puis on va mesurer la manière dont c'est capable d'être détecté derrière. Et on construira un score à partir de ces résultats-là. Ça nous permet d'établir des éléments... Pardon, je reviens dessus. Sur l'exemple, là tu prends l'exemple d'un type d'attaque, APT29. Ce que tu dis là, et tu es capable de simuler... d'autres types d'attaques, enfin tu as pris cet exemple, mais si on reprenait la matrice des risques tout à l'heure, là un peu détaillée, pour chaque nature d'attaque, tu serais en capacité de simuler le... On a un peu de temps, donc je peux aller un peu plus loin dans les détails. Donc là, on parle des APT, mais sur des groupes de ransomware qui ont des mouvements très similaires aux APT, mais avec une finalité différente, on fait exactement la même chose. On va aussi exécuter des charges destructives de ransomware, donc du chiffrement de données, avec des manières qui permettent de n'avoir aucun effet de bord sur les environnements de production. C'est évidemment un prérequis essentiel. On joue sur la prod,
Quand on est sur la prod, on fait attention à la prod. Donc on fait pas n'importe quoi. Par contre, on veut aller loin dans la simulation et la représentativité des actes malveillants, de manière à que ce soit quelque chose qui soit suffisamment représentatif pour tester en vrai, au mieux, tous les composants de détection. Que ce soit sur les couches réseau, avec des sondes que vous avez pu installer, des IPS, un système de firewalling, des scénarios d'alerte sur des mouvements particuliers sur des DNS ou sur du système où on va aussi aller faire de l'exécution de binaires, des modifications de paramétrage, de configuration, de l'enquistage, de la persistance en clé de registre, tout ce qui peut être joué sur un système, jusqu'à, et ça c'est un point qui est intéressant aussi sur cette approche-là, parce que c'est pas quelque chose qui apparaît dans la matrice du référentiel MITRE-ATT&CK, jusqu'à de l'exfiltration de données. Alors le but, c'est pas de prendre de la vraie donnée sensible sur vos infrastructures et de la faire sortir à l'extérieur, mais c'est de faire ce qui se passerait si on faisait ça en vrai, c'est-à-dire de produire localement de la donnée, de la faire sortir de vos infrastructures. Si elle est bloquée, c'est un bon point pour vous, mais on a d'autres mécanismes qui permettent quand même de la faire sortir, parce que au bout de la chaîne, ce que l'on veut détecter, c'est le fait que vos services de surveillance, détection de fuite de données ou de CTI sont capables de voir ces informations une fois qu'elles sont publiées sur Internet, et qu'elles auraient pu contourner tous vos mécanismes de détection, avec des mécanismes de mots-clés, des services qu'on connaît très bien de surveillance qui vont, s'ils trouvent un mot-clé, lever une alerte de sécurité en disant on a un document à vous qui match avec des mots-clés. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de tester toute cette chaîne de défense, bout en bout, pour vérifier s'il y a un bug à un endroit et de mesurer concrètement à quel moment on est capable de les détecter. L'idéal étant de le faire à chacune des étapes, mais on doit garder tous en tête que un jour, on peut avoir une compromission ou un contournement d'un composant de détection. On peut pas se contenter de faire de la défense uniquement sur le réseau, parce qu'un jour, elle peut être contournée et attaquer le système si le système n'est pas défendu. Il y a des briques technologiques et de services et d'organisation qui permettent de protéger les différentes étapes de l'infrastructure. Elles doivent être mises en place, ça se fait de manière progressive, mais elles doivent aussi être testées régulièrement pour être certain qu'elles fonctionnent bien et qu'elles font le job pour lequel elles ont été installées et mises en place. Je parle beaucoup de la technologie, c'est la même chose pour les services. Si vous travaillez avec des prestataires qui opèrent pour vous la surveillance et que dans le contrat, il y a un engagement à vous signaler un incident de sécurité de telle gravité dans un délai de 4 heures, c'est des choses qui doivent être testées. Si vous avez signé un engagement sur un délai de 4 heures, c'est que vous avez besoin d'être alerté dans un délai de 4 heures. Il faut être sûr que le jour où ça arrive en vrai, vous aurez un alerte dans un délai de 4 heures. Donc on mesure. On joue une activité, elle est qualifiée gravement, en tout cas c'est ce qu'on attend de la part du prestataire, et on attend un mail derrière. Et ben on voit en combien de temps le mail finit par arriver. Et on a toujours des résultats intéressants. C'est aussi, je fais un peu une digression par rapport à la suite, mais c'est aussi intéressant de voir que les retours et les partages que l'on a sur ces résultats-là sont aussi hyper appréciés des prestataires. Pas uniquement du commanditaire qui va pouvoir juger du coup la qualité et l'efficacité de son service, mais aussi les prestataires qui sont contents de se faire tester sur des choses qu'ils attendent parce que c'est ce qui leur permet de s'améliorer. Donc il y a une vraie démarche d'amélioration plutôt positive qui se met en place entre les différents partenaires et on a des mécanismes assez vertueux qui réussissent à ressortir de ce genre de démarche-là. Je reviens sur les résultats concrets. Alors bon, une capture d'écran du tableau de bord, je vais pas la détailler complètement, mais avec 18 événements techniques. Okay, il y a 18 étapes techniques qui, jouées ensemble, sont caractéristiques d'APT29. Ça représente 95% de la réalité de ce qu'est APT29. Les 5% qui restent, c'est ceux que vous n'avez pas envie qu'on joue sur vos infrastructures. Parce que c'est très clairement ou du destructif ou du malveillant, ou par exemple, on me posait la question tout à l'heure, ça va être des communications avec les vrais serveurs command-control connus d'APT29. Pas beaucoup de clients qui nous demandent à aller agiter le drapeau en disant « Tenez, on vous a vu, on vient frapper à la porte ». Voilà. Donc il y a quand même des choses qu'on ne fait pas pour des raisons évidentes de protection et de sécurité et de confidentialité vis-à-vis de l'attaquant, mais c'est quand même représentatif de ce que l'on doit être capable de voir pour détecter ce type de mouvement et d'activité malveillante. Donc 18 actes techniques qui unitairement peuvent être détectés et qui parfois doivent être corrélés entre eux pour lever une alerte de sécurité. Tout dépend de votre stratégie de défense mise en place. Mais ce ne sont que des informations qui vont devoir faire l'objet d'entraînement d'un point de vue cyber. Ensuite, on va avoir la lecture sur l'efficacité de la détection. On en a joué 18, vous en avez vu combien? Vous en avez eu combien qui ont déclenché une alerte et ont permis de faire une réaction rapide, puis combien vous n'en avez pas vu? Ça, c'est intéressant et important parce que c'est là qu'il y a un axe d'amélioration immédiat. Puis parfois, on sait pas. Je reprends l'exemple du prestataire. Vous avez joué un événement de sécurité, il y a une alerte, vous attendez un coup de téléphone, mais il arrive jamais.
parce qu'il y a eu un bug à un endroit, peu importe, il y a plein de raisons possibles, mais on doit savoir pourquoi ce bug est arrivé et on arrivera à l'identifier parce qu'un jour on va lui dire, écoute, on attendait une alerte sur un incident de sécurité qui a telle caractéristique technique et puis il s'est rien passé, pourquoi? Voilà. Et après on pourra le qualifier et il nous dira, bah, on l'a vu, mais c'était à 3 heures du matin et puis les analystes étaient déjà submergés sur un autre incident, ça c'est du vécu. Ou alors bah, il a été droppé parce qu'en fait on l'a juste pas vu, ou alors on avait un défaut de configuration. Ça c'est la vraie vie et c'est ça les choses qui sont intéressantes et importantes parce que c'est ça qui permet aussi dans un deuxième temps, mais rapide, d'améliorer leur process, leur fonctionnement, etc. C'est pour ça qu'ils sont aussi friands de ce genre de résultats-là. Bon, il y a la même approche sur les stratégies de défense, je vais pas les détailler, vous avez vu le principe. Et ensuite, on va exploiter ces résultats pour en faire des restitutions aux décideurs. Là, j'ai beaucoup parlé de bénéfices que peuvent en retirer les équipes techniques pour faire mieux, améliorer la techno, etc. Mais il y a aussi des résultats qui sont attendus par les décideurs, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous présenter après ce qu'on peut faire en modèle de restitution, mais on va s'appuyer sur une interprétation sur un modèle de scoring, donc de 0 à 100, de chacune des notes. C'est hyper important de retenir que les simulations d'attaque, je ne parle pas uniquement de ce qui est fait avec les bases, mais globalement, les actes techniques qui sont joués sur un environnement industriel, sur un SI de gestion, sont très différents dans la réalité technique de l'activité malveillante. Donc on ne peut pas juste les prendre et les comparer en disant là on est bon, là on n'est pas bon. Donc il faut construire un mécanisme de notation, de scoring, qui va permettre de ramener les résultats qu'on a obtenus sur ces activités malveillantes sur une base commune. Là on a choisi une base de 0 à 100 pour plein de raisons. Et cette note-là permet de comparer des choses qui sont plus difficiles à comparer d'un point de vue purement technique. Et de dire, bah, on a fait des simulations sur le monde industriel, on a des résultats qui sont hyper intéressants, mieux que ce qu'on pensait en termes de détection et de réaction. Puis on a fait des simulations sur les SI de gestion, et on a des résultats qui sont beaucoup moins bons que ce qu'on attendait, parce qu'on s'attendait à une réaction du prestataire, par exemple, un petit peu plus rapide et efficace. Tout lien avec une réalité serait forcément fortuné. Et puis après, on va rentrer dans des détails qui vont nous permettre de voir à quel endroit de la chaîne de compromission il y a eu un problème. Est-ce que c'est plutôt sur les parties réseau? Est-ce que c'est plutôt sur les parties système? C'est aussi important parce que ça permet d'aller présenter les briques, les composants sur lesquels on est un peu moins bon et sur lesquels il y a peut-être des efforts d'investissement et des efforts budgétaires qui sont accélérés et qui sont engagés. Ces résultats-là, ce scoring-là, on va aller, et ça nous est demandé de plus en plus aujourd'hui, on va aller le présenter à des instances de direction. Donc, je vais vous montrer ce qui a été fait pour un de nos clients qui sont dans le numérique. Le comité exécutif est très au fait. Alors eux, ils suivaient la partie technique des simulations d'attaque. Voilà, ils étaient hyper réceptifs et demandeurs, mais on a eu des discussions hyper intéressantes avec eux. Par contre, le conseil d'administration, qui avait des profils un peu moins, mais en vrai sur le risque cyber. Donc, on a été invité à faire une présentation. L'enjeu, bah, vous le connaissez très bien. Hein, il faut expliquer simplement, vite, avec des éléments visuels et quantifiables, les résultats de quelque chose qui est à la base relativement technique et pas toujours très simple à appréhender. Donc, ça se traduit de telle manière. On était sur un déroulement sur 1 an, donc ils ont fait 5 campagnes dans l'année, sur différents environnements, je vais pas les détailler là, mais il y a eu il y a eu les notes allaient de 21 à 80, avec une évolution qui était globalement positive. C'est-à-dire qu'ils se sont améliorés de chaque campagne. Pourquoi? Parce qu'on fait une campagne au début de l'année, il y a des résultats intéressants, ils corrigent, on fait une campagne 3 mois après, il y a des résultats intéressants, ce qui avait été corrigé fonctionne bien, donc ils gagnent des points à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit chez tous nos clients, les gains de points se font très vite. On le verra après, la moyenne des résultats qu'on a aujourd'hui, toutes campagnes confondues sur 12 mois glissants, c'est 20. 20 sur 100. Bon, dit comme ça semble pas exceptionnel. Il y a 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que l'écart type, il est vraiment gros. Donc, c'est très variable d'un acteur à l'autre. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les points d'amélioration se gagnent très vite. Dans la réalité de l'efficacité cyber, ce que l'on voit sur les premières campagnes, c'est que pour faire mieux, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça peut être modifier un flux de CTI, créer ou installer un serveur syslog à un endroit qui permettra de remonter de l'information là où on était complètement aveugle, modifier une configuration sur un système, fermer un port qui, on pensait qu'il était fermé depuis des années, bah, il s'avère que techniquement on a démontré qu'il ne l'était pas, et ça permet de gagner des points très vite. Donc la plupart de nos clients vont vite monter dans des notes qui vont être entre 50 et 70. Les derniers points sont beaucoup plus difficiles à gagner, parce qu'ils vont porter sur des questions qui seront liées à de la réorganisation, à des choix technologiques, à du cloisonnement par exemple. Donc il y a des choses un peu plus structurelles qui vont venir se poser et qui vont faire que les points vont être plus difficiles à gagner. On n'a pas de clients aujourd'hui, sauf sur des campagnes extrêmement simples. Du coup, c'est
plus facile parce qu'il y a moins d'événements à détecter. Typiquement, on a des clients qui ne font que les couches réseau. Alors là, ils sont très bons, hein. Vous avez des sondes un peu efficaces, on peut vite détecter beaucoup de choses. Mais sinon, on n'en a pas sur des chaînes complètes de compromission qui arrivent à atteindre le score 100. Tous tendent vers là, tous savent qu'ils peuvent l'atteindre, mais ça demande, sur les dernières couches en tout cas, poser des questions qui sont un peu plus structurelles que des sujets purement techniques. Et ensuite, on va mapper ces résultats-là avec la cartographie des risques. Donc, toutes les simulations d'attaque qui sont jouées sont calquées sur ces 4 catégories de risques-là, où on va retrouver, grosso modo, le risque cyber décomposé en 4 grandes catégories. Tout ce qui va porter sur l'insider network attack. Donc, on va retrouver les attaques en déni de service, les explorations un petit peu agressives, de l'énumération, enfin des choses de ce type-là. Les attaques externes, c'est exactement le même principe. On en fait peu. Pourquoi ? Parce que des attaques externes, c'est intéressant dans cette logique-là, à partir du moment où on surveille les environnements externes. On a quelques clients, dans le retail notamment, qui ont des plateformes exposées sur Internet. Vous connaissez Internet aussi bien que moi, c'est un environnement plutôt hostile pour des serveurs web qui se font scanner, attaquer en permanence. Donc faire le tri entre les scans des robots et une véritable tentative d'authentification ou de brute force, c'est pas très simple. Ça demande un vrai effort de customisation et des technos un peu particulières. Mais dès lors que c'est installé, ces technos doivent faire le job de la détection, on doit les tester et on attaque du coup sur les environnements extérieurs. Espionnage, ransomware, parce que c'est des ransomware et les whippers qui sont dans la partie destruction, on les met dans la même catégorie. Pourquoi ? Parce que au global, le mode opératoire dans la grande partie de la chaîne de l'attaque, il est le même. C'est la finalité qui diffère. D'un côté, ils vont s'enquister et exfiltrer de la donnée. De l'autre, ils vont s'enquister et détruire ce qu'ils ont fait. Mais généralement, avant, ils ont aussi exfiltré de la donnée. Donc, on est sur des modes opératoires qui sont très similaires et qui ont du sens à être regroupés ensemble. Et la partie data breach qui va recomposer la compromission de données et l'exfiltration de données dont je parlais tout à l'heure, en particulier du RGPD. Donc, dans ce cas-là, on a été faire cette restitution. Le message, c'est aujourd'hui, vous n'avez pas travaillé sur la partie externe. Ça n'avait pas de sens techniquement pour eux, mais ça met le doigt sur le fait que il y a une exposition tout de même à un risque sur les surfaces externes. Il n'y a pas de brique technologique. On le voit ici. Ça vaut le coup, si c'est dans la roadmap, ou si ce ne l'est pas, en tout cas, de l'inscrire pour avoir une couverture plus globale. Après, les niveaux de maîtrise, là, vous les voyez avec les différentes notions de couleur. On n'a jamais la question de qu'est-ce qu'il y a concrètement dans les 2 simulations qui ont été jouées sur espionnage. Mais là, typiquement, dans l'espionnage, dans ce cas-là, on était sur 2 APT différentes qui ont été exécutées. C'était Lazarus et APT29 pour l'anecdote. C'est low, ça devrait être en rouge. Non, c'était low dans le sens inverse de ce qu'on aurait pu comprendre. Enfin oui, je suis d'accord avec toi, on aurait pu le voir dans l'autre sens, mais c'est low dans le sens c'est plutôt bon. Et ensuite, on montre, là c'est les 20 dont je parlais tout à l'heure, hein, ça c'est le score moyen qu'on voit sur les 12 mois glissants. C'est aussi important de pouvoir se comparer, de se positionner par rapport à d'autres simulations et d'autres acteurs qui auraient été amenés à interagir avec ces simulations. Donc là, il y a plusieurs centaines de campagnes sur 12 mois qui permettent d'alimenter le résultat de 20. Donc là, il y a de tout, hein. Il y a du SI industriel, il y a plein de choses. Donc là, dans les 20, on a l'écart type important dont je parlais tout à l'heure. On peut affiner évidemment pour aller sur typiquement, je ne veux savoir que ma note à moi par rapport à PT29 jouée chez les autres. Voilà. Choses qui sont possibles aussi, c'est les questions de ce qu'on veut présenter au final et qui sont évidemment discutées avec le client. Puis ensuite, on va rentrer dans des questions un peu plus techniques, chiffrées, pour dire comment on a construit ces indicateurs-là, quelles sont les métriques qui sont derrière, avec des messages qui sont aussi importants pour leur permettre, je parle aux décideurs, de comprendre la manière dont fonctionnent, au-delà du score, les services qui sont en place chez eux. Il y a 380 tests techniques qui ont été joués, il y en a 80 qui ont été qualifiés. Ce qui est important, c'est les 20 qui n'ont pas été qualifiés. La question, c'est pourquoi ? Là, typiquement, on était dans le cas de la boîte noire du prestataire qui, en dehors des heures ouvrées, il y avait un bug de qualification et il y a beaucoup d'événements qui, en dehors des heures ouvrées, tombaient dans les limbes et n'étaient jamais qualifiés, pour lesquels on n'avait pas de retour. C'est important d'avoir aussi cette information-là parce qu'on peut en déduire et on peut en tirer des actions particulières. Il y a 75% des tests, donc des events techniques qui ont été joués, qui ont fait l'objet d'une détection. Donc, au minima, ils ont été enregistrés dans des logs. C'est important parce que c'est pour faire l'analyse après, c'est quand même c'est important d'avoir la donnée. Si on n'a pas de données, c'est beaucoup plus compliqué. Ou qui ont généré une alerte dynamique qui a permis de faire remonter aux équipes du SOC qu'il y avait un incident et puis après de suivre son chemin de remontée d'alerte et d'escalade. Et une autre notion qu'on met systématiquement en avant, c'est aussi les outils qui sont réellement engagés dans la défense. Et ça, c'est vachement intéressant. L'EDR est évidemment aujourd'hui un des bras défensifs, c'est le plus gros bouclier chez beaucoup de nos clients. Il y en a d'autres, dans ce cas-là en particulier,
On a eu la confirmation que l'EDR faisait très bien le job, mais qu'il y avait aussi beaucoup d'activités, notamment sur les couches réseau, qui étaient détectées par une stratégie du honeypot qui avait été mise en place et qui était absolument redoutable. Ça marchait très très bien. C'est important de le voir parce que ça permet aussi de réfléchir différemment à l'installation de sondes sur des réseaux, par exemple. Pour être très concret, c'est la question qui est sortie derrière. On a des éditeurs qui nous vendent des sondes extrêmement chères. On a des résultats avant même d'arriver sur les sondes qui permettent de détecter de l'activité malveillante via du honeypot. Le rapport prix entre une sonde qualifiée et l'installation du honeypot, il est sans aucune mesure et ça permet d'alimenter une réflexion dans la mise en œuvre d'une stratégie de défense qui se construit sur des résultats très concrets issus de la réalité de la confrontation à la vraie vie. Et ça, qui sont pilotés par les instances de direction. Si vraiment avec l'approche qui est présentée, l'approche simulation qu'Arnaud présente, on arrive vraiment sur chaque nature de risque, à se positionner en termes d'efficacité de défense, j'avoue que si on pouvait voir ça dans un tableau de bord des risques, je pense qu'on serait un peu plus à l'aise quand on évoque le risque cyber de manière un petit peu globale et parfois un peu effrayant quand on évoque l'impact potentiel pour l'entreprise. Donc là, effectivement, alors évidemment, les notes de 11 ou 29, elles peuvent être un peu inquiétantes, mais en fait, si en plus on explique qu'il y a une dynamique de progrès, que par le biais des campagnes successives, on donne des chemins de progrès aux équipes techniques et des voies de rémédiation finalement des points de faiblesse, là, c'est plus rassurant déjà. Alors après, sur la façon de construire... Puis ça permet de se concentrer aussi. Là. Ça permet aussi de savoir sur quoi il faut faire. Voilà. Exactement. Et après, sur la manière dont on va dérouler les simulations, ça dépend des contextes, ça dépend de ce qu'on veut faire passer comme message, ça dépend de l'analyse qu'on veut faire. Il y a des cas où on va se concentrer uniquement sur certains risques, par exemple de l'exfiltration de données, mais depuis plusieurs points différents, dans des contextes internationaux. On va le tester à différents endroits pour valider que ce risque-là, de manière exhaustive partout sur le périmètre, il a une note et cette note, elle est représentative de ce qu'on peut voir partout. Pas prendre le risque d'un biais en faisant l'exercice depuis un site qu'on sait avoir un bon niveau de maturité. On a d'autres contextes où les utilisateurs vont nous dire nous, on veut faire des simulations qui sont très différentes sur différents sites pour faire une forme d'échantillonnage qui donnera une photo un peu plus globale sur plein de risques différents, mais peut-être un peu moins précis parce qu'on l'aura joué sur un ou deux endroits et après, on continue à l'alimenter et progressivement, on finit par enrichir les scénarios. Évidemment, les scénarios qui sont joués, ils collent à l'actualité. Il faut continuer à les améliorer, à les adapter pour être cohérent avec ce qui doit pouvoir être détecté. Donc ça fait partie des travaux et des activités de R&D qui permettent de construire les scénarios. C'est de garder un œil sur la manière dont les attaques sont construites, et puis de garder un œil sur les moyens de détection et la manière dont ces moyens de détection doivent détecter ces scénarios qui sont construits. Et nous, on intervient dans l'exécution pour vérifier que toute la machinerie fonctionne bien. Je peux vous donner un exemple concret, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec François, pour un de nos clients. Ils sont sur des environnements industriels, ils ont des EDR qui sont sur des postes de travail dans des usines, ils ont des sites de gestion qui vont gérer avec de la remontée d'informations tout ce qui se passe sur les usines, et ils ont voulu faire un test avec une solution de filtrage réseau, un truc un peu costaud. Donc ils avaient un POC. Donc on a fait la première simulation d'attaque au moment du POC, note 80 sur 100. Ils ont enlevé la solution, fin du POC, on a refait l'attaque. On a refait exactement la même simulation, note 20 sur 100. C'était hyper important pour eux, parce que quand ils ont été présentés ce résultat-là, qui était extrêmement concret, basé sur des éléments techniques, comité de direction, le comité de direction a tout de suite pu voir et percevoir la valeur qu'avait le choix de la solution qui avait été fait et son activité opérationnelle. Et ça aussi, ça facilite après une prise de décision et un arbitrage budgétaire. C'est un exemple très concret récent.